de votre droit à l'image, vous pouvez couper votre caméra. Donc d'abord, Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de la région Hauts-de-France qui vise à donner de l'information sur les métiers et les formations aux jeunes. Donc comment? En organisant des rencontres physiques ou virtuelles, comme ce soir, avec des professionnels que l'on appelle des ambassadeurs. Donc ce premier webinaire est consacré au métier du numérique et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Rémi Ferrand, délégué général chez Talent du numérique. Donc Rémi, bonsoir. Bonsoir Catherine, Donc, je vous merci laisse. de m'accueillir voilà, pour cette deuxième intervention pour ma part auprès de Proche Orientation. C'est toujours un plaisir de venir dans les Hauts-de-France. Très bien, merci. Donc nous allons commencer. Donc les talents du numérique, je vous laisse se présenter ce que c'est. Oui, mais merci. Donc, les Talents du numérique ou l'association Talents du numérique est une organisation qui a été créée il y a une quinzaine d'années sur un constat sur la pénurie de talents dans le secteur du numérique et sur la difficulté pour une entreprise d'identifier des personnes en capacité de répondre à leurs besoins de compétences. Donc, notre particularité, c'est de réunir d'un côté les entreprises du numérique et de l'autre les établissements de formation de l'enseignement supérieur, écoles d'ingénieurs, universités, écoles spécialisées, sur le sujet de l'attractivité, sur le sujet de l'orientation et sur le sujet des parcours vers les formations du numérique. Donc, nous faisons des interventions régulièrement dans les salons, auprès des régions, ou avec l'ONICEP pour présenter ces parcours, ces métiers, ce secteur qui est encore trop méconnu. Très bien. Donc le numérique, ça bouleverse justement tous les secteurs, tous les métiers, et vous allez nous en dire plus. Exactement, et c'est un peu un propos introductif, puisque je vais évidemment me concentrer sur les besoins propres du secteur du numérique ou les besoins en emploi IT dans l'ensemble de l'économie. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que le numérique vient bien au-delà de ces emplois IT ou du secteur du numérique, et que tout à chacun aura besoin de compétences numériques pour évoluer voilà, sereinement dans son parcours professionnel. Donc, au-delà, encore une fois, de ces emplois techniques et scientifiques du numérique, j'invite tout le monde à s'intéresser aux compétences numériques en tant qu'usager, en tant que citoyen, en tant que futur professionnel, puisque c'est vraiment une transformation globale qui découle de cette transformation numérique. Il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un métier qui va être pas impacté. Donc voilà, les métiers maintenant utilisent des outils numériques. Il est bien qu'il y ait une compréhension globale. Et au-delà, il y a aussi besoin de professionnels pour développer ces outils, pour développer ces services numériques. Et c'est sur ça que je vais me consacrer et me concentrer aujourd'hui. Très bien, donc on va essayer justement d'en savoir plus. Alors les chiffres clés de ce secteur sont assez impressionnants. Et oui, on est voilà, un secteur structurellement en croissance et qui crée de l'emploi de façon structurelle. Et donc, il est bien voilà, de le dire et avec force. Hein, dans le numérique, on crée de l'emploi depuis 20 ans de façon continue et de façon massive. On parle de plusieurs dizaines de milliers de recrutements chaque année et de création et aussi de dizaines de milliers de créations nettes. Même en 2020, lors de la période Covid, qui était quand même une période difficile pour tout à chacun, on a continué à créer de l'emploi. Et donc, vous voyez le petit graphique avec cette croissance continue de l'évolution de l'emploi salarié. Maintenant, on représente un peu plus de 500 000 emplois salariés. On parle de 175 000 créations nettes entre 2019 et 2009 et 2019. Donc, on est à plus de 20 000 créations nettes chaque année depuis 10 ans. Et ce qui est important de noter, c'est que les emplois IT, les emplois techniques et scientifiques du numérique, c'est au-delà du secteur du numérique. Il faut quasiment doubler par deux pour avoir une bonne impression de ce que peut représenter le numérique, puisqu'il y a des DSI, des directions des systèmes d'information, donc des informaticiens en entreprise qui ne relèvent pas tout au sens du secteur numérique, mais qui sont bien des emplois du numérique et qu'on peut comptabiliser avec nous. La deuxième chose importante à noter, au-delà de ces chiffres et le fait que voilà, on recrute énormément, c'est la qualité de ces emplois. Et on le voit bien que c'est des emplois stables, pérennes, puisque c'est à plus de 80% des emplois de cadre, à plus de 90% des emplois de CDI. Il faut savoir que la moyenne nationale sur l'emploi CDI, c'est plutôt 60 ou 65%. Donc, quand on crée de l'emploi, on ne crée pas des CDD, on ne crée pas du temps partiel, on crée des CDI, ce qui permet aussi de fidéliser les salariés. Et aussi, c'est important, on voit que maintenant 4% des contrats sont des contrats pro et alternants. Il y a voilà, l'utilisation des dispositifs de l'alternance
ont explosé dans le numérique. On était très en retard. On n'était pas un secteur qui utilisait beaucoup historiquement l'alternance, les apprentissages, etc. C'est faux maintenant. Vous pouvez trouver voilà, des formations en alternance dans tous les établissements de formation de talent numérique. J'en ai un peu plus de 70 et je pense qu'on peut généraliser. Il n'y a pas une école ou il n'y a pas un établissement de formation qui ne fait pas de l'alternance maintenant dans le numérique et c'est bon à savoir. Aussi, évidemment, on a un secteur jeune et par contre, et là c'est un point noir, peut-être on y reviendra s'il y a des questions, on est un secteur où il y a encore trop peu de femmes. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si vous m'écoutez, vous êtes plus que les bienvenus. Alors déjà, il y a beaucoup de perspectives intéressantes, et en plus, si vous êtes une femme et que vous voulez venir dans le numérique, vous êtes plus que les bienvenus. On dit 28%, hein, mais quand on est sur les secteurs sur les métiers voilà, techniques et scientifiques, on est plutôt sur du 15 ou 20%. Et malheureusement, ça n'augmente pas suffisamment vite, cette proportion. Et donc, il faut voilà, qu'on se mobilise tous pour que, voilà, mesdames, vous venez et vous serez bien accueillis. Donc en effet, hein, si certaines filles ou dames n'osent pas se lancer dans le numérique, il n'y a plus d'hésitation à avoir puisque Exactement. il y a de la place pour vous. Donc c'est intéressant. Donc CDI, on rappelle ce que c'est un contrat à durée indéterminée pour ceux qui nous écoutent. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on voit justement cette grosse proportion de CDI. Alors, justement, après la crise, il y a une forte reprise pour le numérique. Oui, effectivement. Alors, on a connu un trou d'air, hein, comme l'ensemble de l'économie en 2020, mais c'est pas parce qu'il y a un trou d'air qu'il y a eu perte d'emploi ou perte massive d'emploi, puisque encore une fois, on a continué à créer des emplois en 2020, mais il y a un rebond et un fort rebond qui va se perpétuer, qui devrait se perpétuer en 2022, puisqu'on a des chiffres de la croissance en 2020 maintenant stabilisée à un peu plus de 6%, 6,3%, ce qui est voilà, extrêmement important, et 7,1% prévu en 2022. Et vous verrez plus tard, parce que je vais un peu déchiffrer et décrypter ce qu'est le secteur du numérique, c'est notamment les éditeurs de logiciels, donc ceux qui créent les applications qui surperforment, comme on dit, puisqu'ils ont des taux de croissance en moyenne à plus de 10%, et ça fait plus de 20 ou 30% qu'on n'avait pas vu ça, donc ça va au-delà du rattrapage en fait, donc c'est quelque chose de très significatif, et qui dit croissance dit emploi encore une fois, et ça veut dire que par rapport aux prévisions voilà, d'emploi pour 2022-2023, on peut encore une fois penser que ça sera des années records en termes de recrutement. Très bien, donc ça veut dire que s'il y a des jeunes qui hésitent encore et qui se cherchent encore au niveau des secteurs d'activité, plus aucune hésitation. Oui, et plus aucune utilisation. On est maintenant voilà, extrêmement bien établi dans notre économie. On est à un peu plus de voilà, quasiment 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on parle souvent de la pharmacie, de l'aéronautique. C'est des secteurs qui, effectivement, ont une image de marque importante et qui sont très importants aussi pour notre économie. Mais le numérique est là et parfois plus là que, mais on est moins connu. Donc, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui pour que les gens comprennent quelle est la part du numérique maintenant dans l'économie. Très bien. Alors justement, les diplômés maintenant du numérique sont très convoités. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah oui, c'est extrêmement convoité. Ça veut dire que, donc moi, je représente effectivement un peu plus de 70 établissements de formation et chaque année, on fait une petite enquête auprès de nos établissements de formation pour connaître le devenir finalement des jeunes diplômés. Et on retire des informations intéressantes et des chiffres intéressants. Ça veut dire que à plus de 94%, donc quasiment à 100%, lorsqu'on a un bac plus 5 dans le numérique, on a un emploi et une activité en CDI dans l'année qui suit. En CDI, puisque le chiffre qui est important aussi, c'est que 84,6% de ces emplois sont voilà, des emplois à durée indéterminée, donc des emplois stables, pérennes et qui ont vocation à perdurer. Mais ces chiffres-là voilà, sont déjà importants et intéressants, mais le chiffre moi, qui m'étonne toujours le plus, c'est le nombre de contrats signés avant même la fin des études. 70% des jeunes diplômés niveau Bac plus 5 ont signé un contrat avant même d'être diplômés. Et en fait, ils ont eu souvent pas le choix entre un ou deux contrats, ils ont le choix entre une, 5, 10 offres qui leur arrivent directement. Donc, si vous faites une école d'ingénieur, une école spécialisée dans le numérique, l'université, un master niveau Bac plus 5, voilà, c'est le plein emploi et à vrai dire, voilà, vous aurez vraisemblablement une belle carrière et aussi une belle rémunération. Parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre.
Ça, c'est ce qui va intéresser ceux qui nous écoutent, hein, puisque le chiffre est assez impressionnant. Exactement, quand on sort d'un bac plus 5 dans le numérique, en moyenne, on gagne un peu plus de 1600 euros net. Donc, c'est bien au-delà, évidemment, du salaire moyen ou salaire médian français, hein, qui est entre 1008 et 2000 euros en fonction de comment on calcule et qu'est-ce qu'on choisit. Voilà, moi, quand j'ai débuté ma carrière, j'étais bien en deçà de 2600 euros net par mois. Donc, c'est extrêmement confortable quand on a 23, 24 ou 25 ans. Et les perspectives, là aussi, de croissance des salaires est aussi très intéressant. Vous êtes très demandé, donc il y a une loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et comme vous êtes très demandé et qu'il y a une pénurie, les salaires augmentent de façon assez importante et donc effectivement avec de belles perspectives également. Donc c'est le salaire brut moyen est aussi un élément intéressant aussi pour se décider lorsqu'on fait des choix d'orientation. C'est en effet très encourageant pour s'orienter dans ce secteur, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, justement, les métiers du numérique, vous nous avez dit, ça va être un peu partout, mais concrètement, c'est où? Alors concrètement, il y a plusieurs typologies d'entreprises et c'est ça que j'ai essayé de déchiffrer, et notamment par rapport à ce que moi je peux représenter. Donc il y a tout d'abord les entreprises de services du numérique. Donc on appelle ça les ESN, c'est les anciennes SS2I pour les plus âgés d'entre nous. Et c'est elles qui finalement ont des consultants, des experts qui interviennent au sein des entreprises, au sein des organisations pour faire la transformation numérique. Il faut savoir qu'une TPE, une PME, une association, une administration n'a pas forcément en son sein toutes les ressources pour faire des développements informatiques ou pour développer une solution informatique ou pour réfléchir à sa stratégie en matière de numérique. Et donc, elle fait appel à des sociétés externes, extérieures, qu'on appelle des entreprises de services, qui vont l'aider finalement à accoucher d'une stratégie, peut-être à développer des solutions ou faire des développements de logiciels ou d'applications. Donc, et ça, c'est une particularité très française, puisqu'on a des grands noms des entreprises de services du numérique dans le monde, avec des sociétés comme Soprasteria, Capgemini, qui sont voilà, absolument majeures. Capgemini, hein, c'est plus de 6000 recrutements par an chaque année. Donc, c'est vraiment des géants de notre économie et c'est extrêmement important. Au-delà, il y a également des sociétés qui font du conseil en technologie. Donc, qui dit société de conseil dit aussi des consultants, de l'expertise extérieure qu'on met à disposition d'entreprises. Et là, on sera plutôt sur de la recherche et développement, de l'innovation, et ça intervient beaucoup en support des autres gros secteurs, l'aéronautique, l'industrie, l'automobile, et c'est aussi voilà, de belles entreprises comme Altran, Alten, AK, Assystem. Enfin, et ils sont souvent très connus, c'est là aussi que la croissance est particulièrement forte, il y a les éditeurs de logiciels qui, eux, conçoivent, développent et commercialisent les applications numériques. Alors, évidemment, vous connaissez les applications de tout à chacun hein, qu'on peut avoir sur notre smartphone, mais ça va bien au-delà de ça. On appelle ça le B2B, donc développer des applications, des logiciels ou des outils à direction directe des entreprises, c'est aussi quelque chose voilà, de majeur dans notre secteur. Et donc là, évidemment, un des métiers plus importants, c'est souvent évidemment les développeurs qui vont aider à faire ces logiciels. Alors ça, il y a aussi une autre typologie hein, que je ne mets pas, mais qui est également importante, ce sont les plateformes voilà, que vous connaissez et que vous pouvez utiliser au quotidien, qui sont de dématérialisation et qui permettent aussi de faire soit des transferts, soit d'utiliser des services à distance. Donc ça, c'est le secteur c'est les entreprises, les typologies d'entreprises qu'on peut retrouver dans le secteur du numérique. Mais, et comme je le disais, et c'est important, on retrouve des emplois actifs dans l'ensemble des organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, que ce soit des administrations. On a besoin de techniciens, d'informaticiens, d'ingénieurs. Et donc là, évidemment, il y a des grands secteurs employeurs. Je pense notamment à la banque assurance, hein, qui est un des plus gros employeurs de techniciens et d'informaticiens dans le numérique, mais également voilà, tout un tas voilà, d'organisations, encore une fois, qui est extrêmement vaste. On a besoin de professionnels du numérique partout. Très bien. Alors justement, quels sont les métiers du numérique? Parce que, comme vous le disiez, on en a besoin partout, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais essayer de faire on va pas les passer en revue après, hein, mais pour essayer d'être à peu près un peu plus précis sur ce qu'on a besoin, c'est dire déjà qu'on a besoin d'experts et de professionnels du numérique partout.
évidemment pour concevoir des sites web, des applications, des émissions de TV, mais ça, encore une fois, c'est grand public, mais on a besoin aussi pour les entreprises, pour les organisations. Il y a trois grands types de métiers. Il y a tout d'abord un gros pack où on a besoin de façon extrêmement massive. Ce sont les développeurs, alors on peut appeler programmeurs, codeurs, etc. Donc, c'est ceux qui manipulent les langages informatiques pour développer voilà, des applications, des logiciels, etc. Et donc là, c'est plutôt du recrutement, voilà, bac 3, jusqu'à bac 5 d'ailleurs, et c'est un des fondamentaux finalement de l'enseignement numérique. Même quand on fait de l'ingénierie, même quand on est à l'université, on apprend des langages et on fait des développements et on peut en faire un métier et c'est un beau métier. Et donc ça, on a besoin de façon massive. Après, on a besoin plutôt voilà, de chefs de projet, de consultants, comme je dis, qui vont intervenir sur des points spécialisés et qui vont avoir une dimension globale sur un projet. Et donc là, on est plutôt sur du Bac plus 5. Et la dernière grande catégorie, ce sont plutôt des métiers experts du numérique, surtout voilà, des sujets extrêmement importants du numérique, où c'est souvent du Bac plus 5, voire au-delà. Et donc là, on a des thématiques très fortes comme la cybersécurité, l'intelligence des objets, l'intelligence artificielle, tout ce qui est avec tout ce qu'on peut, tous les métiers qu'on peut rattacher à la data, à la donnée, le nouveau finalement curseur de notre économie. Donc on a data scientist, data analyst. Et donc là, c'est évidemment, c'est évolue peut-être moins important, mais extrêmement précieux. On est plutôt sur du quali. Et là aussi, il y a un fort besoin de recrutement dans ces sujets-là. Donc c'est vraiment je dirais, des métiers experts dans le numérique. D'accord. Excusez-moi, à ce stade, on a déjà deux questions, puisque vous avez évoqué qu'avec la question du bac plus 5, il y a Laurent et Christelle qui demandent quelles sont plus précisément les écoles, les études post-bac ou les filières, les écoles qui pourraient être suivies. Et monsieur ou madame Olanier se demande si, sans spécialité de maths, elle peut se lancer dans le numérique. Alors, sur la première question, et même sur les deux questions, je reviens plus tard, puisque je vais faire vraiment un décryptage des différents parcours et des différentes formations. Donc, je pense qu'on peut réserver cette question-là pour. Je les garde en tête et j'y reviendrai. Mais très rapidement, on a besoin de forts en maths, mais on n'a pas besoin que de forts en maths. Et donc, il y a une diversité telle d'écoles et d'établissements de formation dans le numérique que vous pouvez trouver et identifier des établissements de formation du numérique donc, pour lequel il n'y a pas d'exigence de mathématiques élevée ou il n'y a pas d'exigence d'avoir fait l'enseignement de spécialité mathématiques. Par contre, si vous voulez faire un parcours académique en classe prépa ou en école d'ingénieur ou à l'université, je conseille tout à chacun de faire l'enseignement de spécialité mathématiques accompagné soit de physique-chimie, soit de NSI, soit des deux. Donc, c'est quelque part. Encore une fois, je reviendrai sur ça plus tard, mais voilà, il y a les parcours académiques et les parcours moins académiques. Il y a les parcours universitaires, école d'ingénieur, classe prépa, BUT également. Mais il y a aussi des écoles spécialisées. Et dans ces écoles spécialisées, souvent, on est moins exigeant sur les mathématiques. Par contre, on essaiera de calculer votre logique et aussi votre motivation, bien évidemment. Je vais revenir sur la famille des métiers, on reviendra sur le parcours ultérieurement. Donc, sur la première typologie de métier, c'est ceux qui permettent de concevoir et développer finalement ces logiciels. Et donc, on parle bien évidemment des logiciels qui sont ceux qu'on utilise au quotidien, mais aussi les jeux vidéo, les logiciels pour l'éducation, la santé, les banques. Et là, évidemment, tous les secteurs utilisent des logiciels et vous les utilisez au quotidien. Donc, on va dessus. Et donc, un métier qui est important et sur lequel qu'on retrouve souvent dans les typologies de métiers du numérique, c'est administrateur système et réseau, administrateur d'infrastructure, qui est responsable de la bonne installation et du bon fonctionnement et de la qualité des infrastructures réseau. Et donc là, typiquement, les formations qu'on demande, ça va de bac plus 2 à bac plus 5, et donc avec les BTS informatique de gestion, BTS SEO, BUT informatique et la licence professionnelle informatique. Et au niveau de recrutement, c'est souvent de bac plus 2 à bac plus 5. Très bien, donc ça donne une idée aussi à ceux qui se posaient la question dans le chat. Il n'y a pas que des bac plus 5. Non. Et là aussi, je vais faire une petite digression sur le bac plus 5. Le secteur du numérique recrute massivement un bac plus 5. C'est un fait. Mais il n'y a pas que le secteur du numérique qui recrute des emplois IT. Les TPE, PME, dans le numérique, n'ont pas besoin
forcément de bac plus 5. Et quand on est une association, une organisation, une entreprise hors secteur du numérique, on n'a pas besoin d'un ingénieur pour gérer son informatique et son système d'information au quotidien non plus. Et donc, effectivement, c'est pas forcément le secteur du numérique qui va recruter, c'est peut-être des emplois IT hors secteur du numérique, mais il y a aussi des besoins massifs dans ces secteurs, dans la banque, dans l'assurance et autres, dans l'administration, évidemment. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas parce qu'on ne pense pas et qu'on s'imagine pas faire un bac plus 5 que finalement on ne le fera pas. Le taux de poursuite d'études dans le numérique est extrêmement élevé et quand on commence des études dans le numérique, on avance et finalement, On a du mal à s'arrêter. voilà, et on arrivera à bac plus 5, au fameux bac plus 5 demandé. Encore une fois, quand on fait un BUT d'informatique, à plus de 80%, on ira faire un bac plus 5. Quand on a une licence d'informatique, à plus de 80%, on ira jusqu'au bac plus 5. Donc, évidemment, quand on a 18 ans, 19 ans, on ne s'imagine pas faire des études longues parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément fait pour moi et qu'on veut peut-être être rapidement arrivé sur le marché du travail. Mais en avançant, on va reculer finalement la fin des études pour arriver à ce fameux sésame. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que la possibilité de faire aussi en alternance existe bel et bien, et ça nous permet déjà d'entrer dans le monde du travail. Oui. Alors, on est nous, à Talent du numérique, on est des fervents partisans d'alternance, hein, qui est extrêmement intéressante pour les entreprises, extrêmement intéressante pour les établissements de formation, pour les entreprises, parce que ça permet de professionnaliser plus, de fidéliser également la ressource humaine. Mais pour les jeunes, ça permet de faire voilà, vraiment professionnaliser, d'avoir une bonne connaissance du monde de l'entreprise avant même d'être véritablement sur le marché du travail. Et ça permet de se conforter aussi sur les choix qu'on a pu faire, les choix d'orientation, et sans parler effectivement des financements. Hein, c'est aussi le nerf de la guerre. On ne s'imagine pas souvent faire des grandes études parce qu'on ne s'imagine pas avoir des financements pour les faire, mais avec encore une fois le développement de l'apprentissage, le développement de l'alternance, on peut trouver des formations payées qui nous paient, qui nous rémunèrent, ce qui permet effectivement de soulager ses propres finances et les finances de sa famille. Donc, merci à Aïcha qui vient de mettre des informations dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Bien sûr. Donc, sur cette deuxième famille de métiers qui est conseiller et expertisé. Oui, alors là, c'est effectivement, c'est aider, conseiller les entreprises dans leur démarche numérique et la conception des solutions technologiques. Et donc, le métier, souvent, c'est voilà, le consultant métier. Et donc, c'est une personne, encore une fois, qui va intervenir dans un autre secteur, sur un métier particulier dans ce secteur-là, typiquement le comptable ou le juriste ou je ne sais quel métier de l'entreprise. Et il va les aider à développer finalement, et à développer une stratégie numérique et développer des solutions ou des logiciels ou des services pour les soulager, pour améliorer finalement la productivité ou l'organisation. Donc, c'est cette dimension de métier qui est importante. Évidemment, on parle sur les achats, sur la supply chain. La supply chain, c'est la logistique, en fait, comment on améliore la logistique, la production, la RH, et on le sait très bien maintenant, il y a des logiciels pour les ressources humaines, il y a des logiciels pour les comptables, il y a des logiciels quand on fait de la logistique, avec toujours l'idée d'améliorer parfois la qualité de travail, parfois la productivité, et ainsi de suite. Donc, ce consultant est spécialisé sur un métier et il va à la rencontre de ces métiers dans les entreprises ou les organisations pour mettre en place ces services ou ces outils. Très bien. Donc, au niveau de la formation, là, on est bien à bac plus 5. Oui, puisque souvent, quand on a des métiers de consultant, et donc dans les entreprises de services numériques, c'est le niveau bac plus 5 qui est demandé. Puisque qui dit consultant dit aussi un niveau d'expertise, et un niveau d'expertise qui est souvent validé par un bac plus 5. Très bien. Alors, la troisième famille de métiers qui est gérer et exploiter le système d'information et les réseaux. Oui, parce qu'une fois qu'on a développé et mis en place un service ou un outil, il faut faire l'exploitation au quotidien et la maintenance au quotidien. Et donc, il faut piloter et veiller à la bonne marge des technologies mises en place. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Typiquement, un des métiers, hein, c'est évidemment pas le seul, c'est administrateur de base de données qui conçoit et gère, administre les systèmes de gestion de données de l'entreprise. Et on assure la cohérence, la qualité et la sécurité. Et derrière tout ça, hein, on le rappelle, les données, la gestion des données, donc recueillir les données, gérer les données, analyser les données, c'est vraiment ça maintenant qui va créer beaucoup de valeur
à l'entreprise, qui va changer les business models des entreprises et qui va permettre à l'entreprise de gagner in fine de l'argent. C'est-à-dire que c'est une société industrielle lambda finalement gagnera peut-être plus d'argent en gérant ces données que en vendant le produit sous-entendu. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, un grand changement de façon de penser qui est insufflé par le numérique. C'est nos données, les données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise et comment pour créer de la valeur. Donc c'est vrai que c'est une grande question. Donc je vois, il y a la question de la sécurité. Est-ce que du coup, c'est aussi cette personne qui gère tous les problèmes de cybersécurité? Alors, le sujet de la cybersécurité est un sujet en soi qui est absolument fondamental et chaque formation et chaque établissement de formation, chaque formation de numérique a une dimension cybersécurité, puisqu'évidemment c'est un des fondamentaux. Et j'ai envie de dire, il faudrait que cette dimension-là soit acquise par tout à chacun, encore une fois, les usagers, les citoyens et les professionnels numériques. Le premier problème de cybersécurité, c'est des problèmes humains. C'est vous, moi, qui n'utilisons pas correctement ou qui donnons trop d'informations ou ne cachons pas d'informations utiles pour ceux qui cherchent à nous nuire, typiquement les hackers. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qu'il faudrait qu'il soit pris en compte. Et donc, il y a des métiers spécifiques de la cybersécurité. Quand je disais qu'il y avait des métiers experts, j'ai bien cité la cybersécurité. Et là également, autant la pénurie d'emploi est encore plus importante pour ce type de métier. La cybersécurité, qui est un sous-métier, un sous-segment du numérique qui va exploser dans les années à venir avec toutes ces problématiques effectivement de sécurité des systèmes d'information. Très bien. Donc là, je vois que le recrutement est accessible aux débutants. C'est très encourageant aussi pour ceux qui nous écoutent. Oui, parce qu'effectivement, il y a souvent voilà, des carrières dans le numérique, donc on ne sait pas toujours les mêmes termes, donc on peut commencer à faire du développement et puis devenir chef de projet et puis directeur de projet. Donc c'est parfois des noms qui peuvent faire peur, mais finalement c'est des noms qu'on peut acquérir, enfin des métiers qu'on peut faire au bout de 5 ou 10 ans, mais c'est des parcours usuels dans le numérique, donc j'ai envie de dire, pas de stress, vous y arriverez, vous y parviendrez simplement avec l'ancienneté dans vos postes. Très bien. Alors justement, conduire un projet informatique, c'est une autre famille de métiers. Et oui, et ce qui implique aussi d'avoir ce qu'on appelle souvent des soft skills, c'est-à-dire au-delà des capacités techniques et scientifiques, avoir des qualités personnelles de communication, de pédagogie, de diplomatie parfois, parce que qui dit mener un projet en informatique dit savoir gérer une équipe, puisque faire de l'informatique, c'est pas être seul derrière son écran, c'est constituer une équipe avec différents profils, différentes expertises, et aussi aller à la rencontre finalement de l'organisation qu'on veut transformer par le numérique. Et là aussi, il faut de la diplomatie, et là aussi, il faut un savoir-faire et de la communication, parce que ce n'est pas simple d'amener des transformations, comme on sait, dans une organisation. Et donc, il faut une personne qui est en capacité de gérer l'ensemble du projet, faire attention évidemment au calendrier, au coût, au délai, et bien recueillir finalement les besoins de l'organisation pour être en capacité d'y répondre au mieux en mobilisant finalement les différentes expertises qui seront autour du projet. Donc là, c'est concevoir, préparer, suivre la réalisation de ces projets. Souvent, là aussi, c'est du bac+5, puisqu'il faut avoir des qualités et de l'expertise qu'on acquiert souvent en faisant un bac+5. Et là, comme je le disais, on peut faire ces métiers-là en ayant acquis auparavant des expériences dans le métier du développement ou du conseil. Là aussi, c'est souvent des emplois de consultants. Et donc des ressources en plus qui viennent se greffer au personnel qui sont au sein des organisations qui veulent faire la transformation numérique. Très bien, donc c'est vrai que c'est important aussi de casser peut-être cette idée reçue de l'informaticien qui est seul derrière son écran toute la journée et qui
personnes, puisque c'est tout l'inverse ici que vous Oui, proposez. ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fonctionne en mode projet dans l'informatique, hein, et on ne fait pas un projet seul. On fait un projet en équipe et on ne fait pas un projet uniquement derrière son écran. Il faut aller à la rencontre de son client ou du service ou du département qui veut faire sa transformation numérique. Et donc, il faut aussi avoir ce type de compétences qu'on appelle des soft skills, donc ces compétences de communication, de pédagogie, diplomatie pour amener et mener à bien ce projet. Donc, c'est pas uniquement de la technique, c'est pas uniquement des sciences, c'est aussi des qualités personnelles. Très bien, donc merci de le rappeler. La commercialisation et l'accompagnement du client, justement, puisqu'on était dans les soft skills, c'est aussi Oui, parce qu'effectivement, pour sortir un peu des métiers uniquement techniques et scientifiques, on a besoin également de commerciaux. Ça veut dire qu'il faut aller à la rencontre de clients potentiels, savoir promouvoir et vendre des produits numériques et les rendre attractifs. Et donc, cette partie commerciale est quand même importante et le secteur du numérique a besoin de commerciaux avec une bonne base et de bonnes connaissances en numérique pour pouvoir en parler correctement. Et là aussi, c'est des métiers qui sont ouverts bien avant les bac plus 5, puisqu'avec un bon bac plus 2, un BTS ou voilà, technico-commercial, on peut commencer à devenir commercial dans le numérique et aller à la rencontre des clients qui auraient possiblement, potentiellement un intérêt pour faire un projet dans le numérique, dans l'informatique. voilà, quelqu'un qui aurait un profil justement intéressé à la fois par les métiers du numérique, mais aussi par le commerce, trouverait totalement sa place. Oui, puisqu'il est toujours bien d'avoir. Alors maintenant, on cherche toujours un peu les moutons à cinq pattes, hein, mais c'est vrai qu'au-delà des compétences techniques, il est bon d'avoir une compétence métier souvent ou une compétence d'un secteur. Ça permet d'enrichir son CV. Et également, lorsqu'on on devient commercial ou technicien commercial, il est bon d'avoir une connaissance de plusieurs secteurs ou d'un secteur en particulier pour renforcer encore une fois l'attractivité de son CV. Donc aussi, et quand on est commercial, il faut mieux être dans un secteur qui marche et marche bien comme le numérique que peut-être d'autres secteurs. Donc c'est quand on a une âme de vendeur, je pense que le numérique est intéressant puisqu'il y a des marchés et il y a des beaux projets à concrétiser. Très bien. Alors, piloter et diriger, c'est aussi une famille de métiers dans le numérique. Oui, et là, effectivement, on commence à augmenter un peu le niveau d'expérience requis, hein, puisqu'on ne devient pas directeur des systèmes d'information en sortant d'une formation. C'est plutôt une évolution habituelle d'une carrière dans le numérique. Et là, évidemment, puisqu'il faut organiser, planifier, coordonner les activités et les équipes associées, donc souvent, il faut une certaine forme de maturité qu'on acquiert au bout de 10-15 ans de métier. Et là, effectivement, le directeur des systèmes d'information, là, on est vraiment au sein de l'entreprise, hors secteur numérique, et qui gère l'ensemble finalement du parc informatique, des solutions informatiques, des projets informatiques liés à son organisation. On appelle ça les DSI, hein, c'est un acronyme qui est assez connu. Donc les DSI, c'est vraiment la cheville ouvrière de l'informatique dans les organisations et ils sont extrêmement importants. Et c'est souvent eux, pour un projet, un projet lambda ou donné, vont faire appel à des expertises extérieures. Et là, on retrouve les ESL, les entreprises numériques ou les entreprises de conseil en technologie. Et ils vont compléter leur expertise interne avec des ressources externes et ils vont piloter l'ensemble. Donc, il faut qu'il ait une bonne vue globale de son système d'information pour essayer de développer et de l'améliorer constamment. Voilà. Très bien. Donc, il y a, comme vous dites, de belles carrières pour, à tout moment, justement, pour tout le monde dans le numérique. Et le septième, c'est le dernier, mais c'est extrêmement important, souvent on l'oublie. On a besoin de professeurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de formateurs dans le numérique. On a une forte pénurie, mais pour combler cette pénurie, il faut former massivement. Et donc pour former, on a besoin de professeurs, d'enseignants, de formateurs. Et là aussi, on a pu créer un CAPES, hein, d'informatique, on a pu créer une agrégation d'informatique, c'est tout récent. Il y a besoin de formateurs dans l'établissement de formation, dans l'enseignement supérieur ou dans la formation professionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant également. Et là aussi, vous êtes plus que bienvenus dans cette dimension-là qu'on oublie. Mais dans les professionnels du numérique, il y a tous ceux qui forment et c'est important de souligner. Très bien, merci Rémi.
Alors, justement, on l'a vu, hein, il n'y a pas un parcours mais des parcours, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Exactement, c'est la partie sur laquelle on va peut-être insister, hein, parce que c'est souvent ça qui nous est demandé. C'est un peu, je vais essayer de décrypter finalement quels sont les parcours pour rejoindre les formations et donc de dire aussi des différents types de formations. Quand on questionne euh, nos établissements de formation pour savoir d'où viennent leurs diplômés, les bac plus 5, à quasiment 80%, ce sont des bacheliers généraux et à 14% des bacheliers technologiques. Donc, je vais repasser ces parcours un peu voie par voie pour vous dire un peu quels sont les enseignements société, les options et les baccalauréats qu'il faut faire. Mais derrière tout ça, il faut savoir qu'il n'y a pas un parcours, mais des parcours, et je veux insister sur ça. Tous les établissements de formation dans le numérique ont mis en place des SAS, des passerelles qui permettent de passer de l'un à l'autre de façon très simple. Alors évidemment, il y a des exigences, mais ces passerelles existent. Et donc, on peut pas faire de mathématiques et faire de belles carrières dans le numérique. On peut avoir peut-être avoir un talent artistique littéraire et faire de belles carrières numériques. Alors, moi, évidemment, je me concentre sur la dimension technique et scientifique, mais on a besoin d'un peu de tous les talents. Et ce n'est plus linéaire comme ça pouvait l'être auparavant, où voilà, on faisait l'université, on faisait une école d'ingénieur, et c'était tout. Et maintenant, il y a plein de typologies de formation qui ont été développées, avec voilà, différents types d'expertise qui ont été développées. Donc, c'est important de souligner, même si, après, globalement, quand on parle de formation initiale, ce sont quand même essentiellement des bacheliers de la voie générale et de la voie technologique qui parviennent à bac plus 5. D'accord, donc on va voir en détail. Exactement. La voie professionnelle, donc, était un peu le parent pauvre dans le numérique, hein, puisqu'il n'y a pas de bac pro de service numérique. Il y a un bac pro qui s'appelle système numérique, qui est intéressant, mais qui est beaucoup plus historiquement lié à l'électronique qu'à l'informatique purement et simplement, et qui permet d'aller et de voir vers un BTS, qui permet d'avancer vers un BTS, service informatique aux organisations, ou un BTS SN. Mais nous, notre projet de notre association du secteur du numérique, c'était de créer un bac pro du service numérique aux organisations. Malheureusement, cela n'a pas été accepté par le ministère de l'Éducation nationale, mais on a réussi à créer une mention complémentaire qui s'appelle service numérique aux organisations. Et donc, si un bachelier professionnel souhaite poursuivre dans le numérique, je lui conseille de faire cette mention complémentaire afin de le muscler un peu sur les fondamentaux de l'informatique numérique, ce qui lui permettra de poursuivre de façon un peu plus sereine dans l'enseignement supérieur et vers ses BTS, BTS SIO, BTS SN essentiellement. Donc c'est quelque chose qu'on va renforcer certainement dans les années à venir, la présence du numérique dans la voie professionnelle, puisque ça représente un vivier intéressant pour nos entreprises, et notamment aussi pour les entreprises impactées par la transformation numérique, et donc pour les systèmes d'information et la gestion des systèmes d'information. Catherine, si tu peux passer sur la slide d'après. Donc là, c'est des petits schémas qu'on a fait, hein, pour essayer de expliquer quels sont les parcours. Après ce bac pro système. Après, effectivement, dans la voie professionnelle et après un baccalauréat professionnel. Et donc, d'abord, il faut savoir, et vous le savez très bien, hein, que normalement, quand on fait la voie professionnelle, c'est pour un accès relativement rapide au marché du travail. Et donc, si vous poursuivez tout de même dans les études supérieures, c'est pour des bons, voire des très bons dossiers. Et là, vous avez tous ces ces diplômes en jaune, qui sont eux-mêmes souvent à dimension professionnalisante très forte. Ça veut dire que quand on fait une mention complémentaire, lorsqu'on fait un BTS, quand on fait un bachelor, c'est pour une insertion professionnelle rapide, souvent après donc un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc, je ne reviendrai pas sur les BTS, SN et SIO, hein, que j'ai parlé, mais ce qui est important aussi, c'est de voir l'émergence des bachelors. Ça, c'est un niveau de typologie de diplôme qu'on connaissait pas pendant très longtemps. C'était un mot que vous voyez plutôt dans le côté business, commerce, mais maintenant ils viennent dans les sciences et techniques. Et donc il y a notamment des bachelors en sciences de l'ingénierie qui sont développés par des écoles d'ingénieurs, qui sont donc accrédités par la CTI. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieurs. Donc c'est une commission qui valide les diplômes
et qui permet de valider un peu aussi le contenu et l'organisation des formations mises en place. Donc, c'est un gage de qualité. Il y a également des bachelors liés au numérique qu'on peut faire en école spécialisée. Donc, tous ces diplômes-là sont, encore une fois, souvent à vocation professionnelle et pour une insertion professionnelle rapide, mais pour les meilleurs diplômes, encore pour les meilleurs diplômés, pour les plus motivés, il est possible de poursuivre vers ce fameux Bac+5 que j'évoquais. Donc là, c'est les écoles d'ingénieurs, les masters d'informatique, les MIAGE, toujours à l'université, ou les écoles spécialisées. Également, ils peuvent, avec un bac pro, entrer directement dans une école spécialisée. Et là, il faut toujours bien vérifier qu'elle soit certifiée RNCP, pour qu'il y ait aussi un gage de qualité des diplômes. Voilà. Donc, il existe des parcours pour des bacheliers professionnels. Par contre, c'est des parcours exigeants pour lesquels on demandera un bon, voire un très bon niveau à la base. Très bien. Et de la motivation. Donc, motivation toujours, mais ça, c'est pour n'importe quel parcours. Hein. Il y a une question dans le chat, Aïcha? Oui, tout à fait. Il y a Fred qui demande quelles sont les options à privilégier pour le bac et quelles écoles post-bac faut-il choisir pour devenir chef de projet digital ou community manager? Alors, chef de projet digital ou community manager, alors là, c'est un petit digression que je vais faire parce que le community management, je le mets qu'à la marge dans le numérique, en fait. Il y a une différence entre développer, concevoir, implémenter des services ou des outils numériques et utiliser des outils. Un community manager utilise des outils. Il ne développe pas ces outils. Et donc, pour nous, ce n'est pas exactement un métier technique et scientifique du numérique. Après, il existe pléthore de formations dans le community management. Souvent, c'est lié à la communication. Et donc, quand on fait du community management, on est des communicants qui utilisent des outils numériques. Donc, c'est encore une fois un peu à la marge. Mais voilà, il y a plein d'écoles et même de formations universitaires qui peuvent amener à ça. Souvent, c'est Bac+3, Bac+5. Mais c'est pas voilà. Ce que je veux dire, c'est que ici, moi, je m'intéresse vraiment là où il y a une pénurie. Là où il y a un besoin et là où il y a le besoin du secteur du numérique. Ce qui n'est pas exactement le cas du community management. Encore une fois, c'est une différence entre nous, ce qu'on appelle les emplois numérisants et les emplois numérisés. Les emplois numérisés, c'est tous les emplois qui utilisent maintenant des outils. Donc, on retrouve le marketing digital, la communication digitale et autres, et ceux qui vont créer véritablement les outils. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Et encore une fois, pour le community management, il y a pléthore de formations. Donc, de formation et souvent c'est lié à la communication, donc allez voir les écoles de communication plus que les écoles d'ingénieurs ou les écoles spécialisées dans l'informatique. Par contre, après pour les choix d'enseignement de spécialité, c'est sur la voie générale et donc je reviendrai dessus bien évidemment. Autre parcours possible, évidemment, c'est la voie technologique. Donc là, le bac, qui est le bac historique qui amène vers l'informatique et le numérique, c'est STI 2D. Et donc, et là aussi, c'est la slide d'après, s'il te plaît, Catherine. On retrouve un peu le même type de tableau avec davantage et peut-être de formations possibles. Donc, on retrouve finalement les formations très professionnalisantes avec une vocation d'insertion rapide, que sont les bachelors, les BTS et les licences professionnelles. Mais on voit aussi des parcours un peu plus traditionnels dans le numérique. On peut évidemment faire les parcours à l'université, d'abord par une licence pour arriver vers une master. On peut faire bien évidemment un BUT. Donc, il y a plusieurs types de BUT, de bachelor universitaire technologique, qui sont les anciens DUT, qui se faisaient en 2 ans. Maintenant, les bachelors, c'est en 3 ans. Donc, on retrouve les BUT informatique, MMI, c'est métiers du multimédia et de l'Internet. Typiquement, je pense que ça peut être une voie lorsqu'on veut faire de la communication digitale. STID, réseau et télécommunications. Ce qui est important et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on fait une voie technologique, on peut faire une classe prépa, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est une classe prépa qui s'appelle Technologie et Sciences Industrielles, TSI. On peut aller directement, après son bac, en école d'ingénieur, ou on peut faire une école spécialisée. Et là, encore une fois, bien vérifier que c'est certifié RNCP. Quand j'ai dit ça, c'est intéressant pour ce bac qui n'est pas forcément choisi de façon automatique chez les jeunes. Donc, c'est intéressant tout ce que vous dites par rapport
parcours Oui, qui sont… exactement. STI, enfin voilà, STI 2D, c'est vraiment un parcours très intéressant. Et comme vous le voyez avec toute cette petite flèche qui part dans tous les sens, encore une fois, il n'y a pas un parcours, mais des parcours. On peut faire un BTS et poursuivre en licence. On peut faire une classe prépa et poursuivre à l'université ou aller en école spécialisée, avec toujours cette idée, in fine, d'aller vers ce niveau Bac plus 5 qui est demandé et qui finalement qu'on peut atteindre relativement facilement en alternance ou autre. Donc voilà, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité des parcours. Alors, pour la voie générale maintenant, qui est celle qui est un peu Qui est la plus compliquée, puisque, comme vous le savez, il y a une réforme du bac. Avant, c'était peut-être plus simple, puisqu'il il y avait L, ES et S. Et maintenant, avec cette dizaine voilà, d'enseignements de spécialité qui a émergé, l'obligation d'en choisir 3 en première et 2 en terminale, la diversité des parcours et des profils a été démultipliée, ce qui n'est pas toujours simple après pour s'y retrouver et pour avoir une bonne idée de là où ça mène. Alors, pour être très clair, hein, quand on veut aller vers des métiers techniques et scientifiques et globalement vers l'informatique ou le numérique, on préconise de faire un enseignement de spécialité à dominante scientifique. Et donc, on retrouve les mathématiques, NSI, donc numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. On avait fait une petite enquête auprès des établissements de formation pour savoir si eux-mêmes avaient des préconisations. Et à 75%, les établissements de formation disaient que les mathématiques étaient incontournables. Donc, si vous voulez faire, encore une fois, un parcours académique dans le numérique ou dans l'informatique, ne lâchez pas les mathématiques et conservez-les bien. Et ensuite, on retrouvait à peu près à égalité, hein, avec le vocable très adapté, NSI et physique-chimie. Donc, c'est ça qu'il fallait dire sur l'enseignement en spécialité. Par contre, comme je l'ai dit, on ne fait pas tous des parcours académiques, on ne va pas tous en école d'ingénieur à l'université ou dans un BUP et un BUT. Et donc, si vous voulez faire une école spécialisée, le niveau des mathématiques de l'enseignement spécialité ne sera pas exigé, mais encore une fois, on demandera certainement de la motivation, une certaine forme de logique qu'il faudra démontrer. Et donc, c'est ça qu'il faut savoir. On a besoin de forts en maths, mais on n'a pas besoin que de forts en maths. Encore une fois, tous les profils sont les bienvenus. Alors, maintenant, quel parcours après cette voie générale? Eh bien, on retrouve à peu près le même parcours que pour la voie technologique, et c'est pour ça aussi que je rebondis sur ce que disait Catherine. C'est la voie technologique et a certainement aussi un intérêt. On peut, après une voie générale, faire des parcours que supposément courts vers un bac plus 2, bac plus 3 qui pourrait amener une insertion professionnelle rapide. Hein. Donc, on retrouve les BTS, on retrouve les différents bachelors, mais aussi, il y a donc ces parcours académiques classiques, école d'ingénieur, classe prépa, BUT et le parcours à l'université, licence et master. Mais également, on peut retrouver les écoles spécialisées, certifiées RNCP. Et là, encore une fois, il y a plein de passerelles. On peut commencer par un BUT et finir en école spécialisée. On peut faire un BUT et aller en école d'ingénieur, et ainsi de suite. Donc, avec cette idée, encore une fois, de pouvoir poursuivre le plus loin possible. Aïcha, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, Laurent et Christelle sont revenus poser une question sur le métier de développeur informatique pour savoir au niveau du niveau mathématique ce qui est prérequis. On n'a pas besoin d'être un fort en maths pour faire du développement. On a besoin d'une certaine forme de logique, et donc, mais on n'a pas besoin d'être un fort en maths pour faire du développement informatique. Donc, en passant par un bac STI 2D, c'est OK. Oui, on peut bien sûr devenir développeur en faisant un bac STI 2D. Alors, encore une fois, ça ne sera pas forcément le parcours académique voilà, standard, mais il y a pléthore de formations pour devenir développeur sans avoir fait la voie générale, sans avoir fait l'enseignement de spécialité mathématique. Non, en ayant fait STI 2D, on peut bien sûr devenir développeur. Merci. Alors, un outil que vous souhaitez nous présenter? Oui, effectivement. Alors, on peut même passer sur la slide d'après, s'il te plaît, Catherine. Donc, c'est un outil hein,
d'aide à l'orientation qu'on a développé qui s'appelle Charlie, qui permet, sur lequel je vous invite c'est un QR code, donc de prendre une photographie du QR code ou d'aller cliquer sur le lien qui s'affiche et qui vous permettra, avec quelques clés, en cochant quelques cases et après quelques questions, d'avoir une idée finalement des parcours et des formations qui sont accessibles et vers quel métier. Donc finalement, c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai pu vous dire qui sont accessibles sur ce chatbot. Et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu dire, j'ai vu que cela avait été mis par Aïcha dans le chat, est accessible sur notre site internet, donc talent du numérique, talent avec un s.com, dans lequel il y a une rubrique se former où on décrypte au niveau avant le bac, au niveau bac plus 2, et ainsi de suite, tous les différents types de parcours et tous les différents types de formations qui existent. Donc, je vous invite à vous y rendre si vous souhaitez davantage d'informations. Donc, on développe ce type d'outils, on développe effectivement aussi notre présence en ligne pour faire mieux connaître les parcours et les métiers du numérique. Très bien, merci, Rémi. Alors justement, si ce métier vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner d'abord vers vos enseignants, vers le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement qui va aussi pouvoir vous indiquer les lieux de formation les plus proches de chez vous, ou ceux qui vous correspondent le plus. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à tester ce métier grâce à notre convention de stage qui peut être utilisée sur le temps des vacances scolaires. Donc, je vous invite à vous rendre aussi sur le site www.procheorientation.fr pour en savoir plus sur cette convention. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la semaine régionale de l'orientation. On a ouvert un petit peu le bal ici avec les métiers du numérique, mais vous pourrez retrouver cette semaine plusieurs webinaires, notamment mercredi à 18h, un webinaire consacré à Parcoursup. Les métiers de la police vous seront expliqués très largement ce jeudi. Et les métiers du paysage lundi prochain à 18h. Et les métiers de la sécurité civile et d'entreprise mardi 1er février à 18h également. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Le salon aussi, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le salon Génération qui aura lieu du 1er au 3 février inclus. Ici, vous avez le programme avec les métiers qui seront mis à l'honneur. Les métiers du notariat, de l'énergie, de l'artisanat, de la santé, de l'expertise comptable, traitement, valorisation des déchets. Vous voyez, beaucoup d'informations à prendre sur ce salon. Et tous ces métiers utilisent le numérique. Exactement. Donc, comme quoi, il fallait commencer par le numérique. Exactement, on est la base de beaucoup de choses. Merci en tous les cas, Catherine, pour cette animation et à une prochaine fois. Merci Rémi, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.